Toujours s'agissant du rôle de Bonaparte durant le siège de Toulon, un dernier indice n'a pas été exploré, à savoir tout simplement le nom qui lui est donné. Alors cela paraît une évidence que l'on le nomme Napoléon Bonaparte. Cependant, je prends simplement ce document où l'on voit qu'il signe l'un de ses rapports au ministre de la Guerre durant le siège de Toulon, Bonaparte, et cela correspond à son accent corse à couper au couteau que bien évidemment les films et autres reconstitutions historiques ne restituent pas. Autrement dit, c'est sous ce nom-là qu'il a été connu dans un premier temps à Paris, exclusivement dans les cercles du pouvoir, pas au-delà. À titre indicatif, je fais figurer ici ces états de service qui sont rédigés à l'occasion de ces promotions lors du siège de Toulon. Il y a d'ailleurs de très nombreux documents signés par Bonaparte et produits en l'occurrence dans cette étude sur lesquels je ne reviens pas. En revanche, je vais être amené à reparler de l'attaque du Fort Mulgrave qui apparaît ici à travers son nom local, à savoir le Mont Caire. À titre indicatif, sur cette estampe, on voit que c'est Lucien Bonaparte qui apparaît dans le sujet, mais ça, je pense que c'est une petite erreur qui a été réalisée. Pour en revenir à l'attaque du Mont Caire, l'estampe est datée du 30 novembre 1793. Or, si le 30 novembre 1793 correspond bien au jour de l'attaque, les plans, eux, ont été élaborés auparavant. Et dans cette histoire du siège de Toulon, en l'occurrence, Bonaparte a bien assisté à une réunion où se trouvaient présents Dugommier ainsi que les représentants du peuple, mais selon toute vraisemblance, même s'il a pu se faire entendre, il n'est pas encore ce meneur d'hommes ni ce génie militaire incontestablement reconnu qu'il est appelé à devenir par la suite. Il faut être formel désormais, oui, ce document est bien un document téléologique, un document qui montre Napoléon tel qu'il est appelé à devenir, mais aucunement tel qu'il était lors des événements. Nous venons de voir ce qu'il en était de son nom. Nous avons également rappelé ce qu'il en était de la date de l'événement. Désormais, presque tous les indices ont été traités, tous non. Il en reste un, à savoir le visage de Bonaparte, tel qu'il a été représenté durant les années qui ont suivi la prise de Toulon. Et j'en profite pour signaler un point particulier, c'est que cette estampe le valorise sous l'angle du génie militaire. Or, nous aurons l'occasion de l'observer par la suite, et nous l'avons d'ores et déjà vu un petit peu à travers les textes et autres images que j'ai pu être amené à produire. Mais la première propagande napoléonienne était plutôt orientée vers son courage physique, son courage dans les combats, pas encore vers le génie militaire. Cela pourrait encore appeler des recherches complémentaires. Autrement dit, il est assez probable, vu la nature même du message véhiculé par ce document, que celui-ci ait été beaucoup plus tardif qu'estimé par la Bibliothèque nationale de France. J'attire votre attention sur le fait que ce document est parfois réutilisé dans des vidéos de vulgarisation historique, mais là, bien souvent, les auteurs de ces vidéos font de l'histoire avec une paire de ciseaux et un pot de colle, selon la formule consacrée chez les historiens, c'est-à-dire qu'ils compilent des informations déjà connues, compilent de manière plus ou moins neutre, plus ou moins orientée, ça dépend des vidéastes, mais aussi, bien souvent, ils utilisent des documents présentés comme des documents d'époque et des documents fiables, sans exercer leur esprit critique, ce qui est la base de la démarche historique. Et ces documents contribuent à biaiser la perception de ce dont ils parlent en projetant sur les événements du passé des représentations qui leur sont ultérieures. Je n'insiste pas trop là-dessus, il y aurait un énorme travail de repérage à faire de ces vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de mentionner cet ouvrage historique qui s'inscrivait tout à fait dans cette logique. Et cet ouvrage évoque la première célébrité de Napoléon avec ce portrait de Antoine-Jean Gros, qui est très connu et qui aurait, selon l'historien, figé les traits de Bonaparte pour la postérité, autrement dit, le visage de Bonaparte, avec ses cheveux longs, les traits émaciés, serait inspiré par ce tableau. Nous verrons que c'est discutable, que d'autres sources ont pu aussi donner à voir Napoléon, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Reste enfin cette question, première célébrité, méridionale ou nationale, et en fait il y a un document que j'ai éludé, dont je n'ai pas beaucoup parlé alors même qu'il a introduit la présentation des estampes, c'est celui-ci.
En effet, nous voyons un visage qui correspond aux standards tels que donnés précédemment par l'historien et par le peintre. Cependant, il n'y a pas de date, il n'y a pas non plus de nom. Alors, est-ce que l'on peut parler d'une première célébrité si le personnage n'est pas nommé? Il semble aussi que ces images n'aient pas été finalisées et nous pouvons observer sous certaines d'entre elles des cadres qui restent à remplir. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien là face à une estampe qui est issue d'une collection plus méridionale que celle que l'on peut attribuer à d'autres collectionneurs. Or, la zone que j'avais déjà fait apparaître sur la carte correspond à la zone où Bonaparte est affecté à la suite du siège de Toulon, entre les Bouches-du-Rhône et le Var, d'après les consignes données par Barras. En réalité, son parcours a été compliqué que ça. Il est d'abord allé à Marseille, a eu des déboires judiciaires, a dû se rendre à Toulon. Mais une fois tous ces déboires réglés, il a contribué à l'organisation de l'armée d'Italie et aussi aux fortifications de la côte. Nous voyons là une carte des opérations où les quelques noms les plus lisibles sont par exemple Antibes, Nice et Monaco. Il a été présent dans cette région avant les campagnes d'Italie et aurait donc pu être représenté localement. Alors que Le Vinc a vécu dans de nombreux pays, mais principalement entre la Belgique et Paris. En revanche, Hénin, lui, est né à Genève. Il n'y a guère de précision sur ses lieux de vie, mais nous savons, d'après la notice qui apparaît ici, qu'il a surtout constitué sa collection à partir d'estampes étrangères, donc il ne s'est sans doute pas tellement intéressé aux productions régionales. Cela nous incite donc à considérer avec intérêt cette collection qui nous vient de l'Isère et nous pouvons donc nous interroger sur les réseaux des collectionneurs dans la sélection des sources. Alors j'en reviens à cette image, le portrait apparaît assez original par rapport à tous ceux que j'ai collectés. Je n'ai pas tellement trouvé de portrait similaire. Bien évidemment, il est plutôt ressemblant à Napoléon, sans non plus être une copie conforme de ceux qui ont été réalisés d'après nature, ou du moins indiqué comme tel. Autrement dit, c'est une production véritablement originale et peut-être première entre toutes. Pour essayer de la dater, j'ai observé le petit signe qu'il y avait en bas à droite, mais très franchement, cela n'apporte guère d'indication, c'est trop flou. Concernant les images auxquelles cette première image est associée, nous avons ici des allégories qui sont tout à fait dans l'esprit de ces années 1790. Cela pourrait donc être une production assez précoce durant la décennie, mais nous n'avons pas d'éléments formels pour dater cette estampe. Et quoi qu'il en soit, par rapport à la question de la célébrité, elle reste à construire en étant étroitement associée à son nom, bien évidemment, orthographiée selon l'accent corse de Napoléon, mais aussi ensuite selon la francisation de ce nom à mesure qu'il avance dans sa carrière parisienne. Le programme des vidéos vient de s'afficher. Et comme d'habitude, une petite image subliminale est à trouver. Je vous remercie pour votre attention.